Bonjour Daniel, ravi de vous accueillir sur l'antenne. Alors c'est avec plaisir que Radio JM reprend l'émission que vous menez passionnément depuis plusieurs années, Généalogiquement Vôtre. Oui, bonjour Magali. Alors les auditeurs doivent être heureux puisque la généalogie est une passion française, mais c'est aussi une passion juive. Exactement. C'est une passion juive qui date de plusieurs années déjà. Et actuellement, c'est de plus en plus ce que nous devons faire depuis plus jeune. Alors vous êtes présidente de l'antenne marseillaise du CGJ, le Cercle de généalogie juive. Et il s'agit de la première association de généalogie juive en France qui permet d'aborder la généalogie de façon différente. Effectivement, de façon différente, puisque c'est le cercle de généalogie juive, c'est-à-dire que nous recherchons nos ancêtres particulièrement juifs, mais tout le monde est invité, puisque lorsqu'on recherche, on arrive souvent à des surprises, et nous avons de nombreuses personnes qui viennent et qui recherchent leurs origines juives, alors qu'actuellement, elles sont nées de mariages mixtes ou de parents qui ne sont pas forcément juifs. Voilà, et nous sommes très heureux de les accompagner le plus loin que nous puissions. Tout à fait. Et alors on peut apprendre, Daniel, que notre nom en dit beaucoup sur nos origines. Je vais prendre un exemple. Le nom Faro vient de la ville de Faro au Portugal. Exactement, Faro. Donc c'est la ville de Faro, puisque les ancêtres de la famille étaient d'abord originaires d'Espagne, puis se sont fixés à Faro, la ville du Portugal, disons après l'Inquisition en 1492. Et lorsque nous avons fait notre recherche, effectivement, ils sont ensuite établis en Algérie française. Et lorsqu'on remonte le plus loin, on arrive, disons pas à la ville de Faro, mais il y a effectivement des sépultures à Faro, dont le nom est Faro. Et on pense que ce sont des ancêtres de quelques siècles. Tout cela est passionnant. Et alors pour découvrir l'origine des noms, il suffit souvent de parcourir la Bible. Oui, effectivement, puisque les premiers noms étaient originaires de la Bible, et effectivement aussi, c'est ce qui est passionnant. Si nous lisons la Bible ou la Torah, on retrouve des noms qui sont actuellement encore là, c'est-à-dire par exemple les Cohen et les Lévi. Les Cohen et les Lévi, tout à fait. Oui. En particulier, puisque ce sont les noms les plus courants de chez nous les Juifs. Voilà. Et selon les régions, il y a donc des variantes du nom Cohen. Selon les régions, comme vous êtes bien intéressée, Magali, effectivement, il y a des variantes du nom Cohen, mais on va en parler un peu plus tard, peut-être. Oui, et en Italie, le nom Cohen ne porte pas de H. Le nom Cohen ne porte pas de H, vous savez pourquoi? Puisqu'en Italie, il n'y a pas de H, comme ici, donc c'est Cohen, C-O-E-N. Ouais. C'est bon? Ah, d'accord. Donc, en tant que présidente de l'antenne de Marseille, puisque notre association comprend plus de 650 adhérents, nous avons la joie et le plaisir de rencontrer énormément d'historiens et de personnes qui sont là pour nous accompagner. Nos adhérents deviennent aussi, en rencontrant les uns et les autres, de plus en plus pointus. Et nous pouvons également faire des recherches qui sont spécifiques à la ville de Marseille et des environs. Et actuellement, en janvier-février, c'est un petit peu les commémorations. Et là, nous avons beaucoup de personnes qui recherchent leurs origines, puisqu'ils sont arrivés à Marseille, disons, dans les années 20 ou bien avant. Et nous avons énormément de sources intéressantes au sujet de leur famille. Très intéressant tout ça. Alors parmi les noms de famille figurent aussi souvent les noms de patriarches et de rois. Il y a également les noms de patriarches. À quel patriarche pensez-vous? Abraham, mais pas que. Mais pas que. Et voilà, il y a Abraham, Isaac,
Joseph, enfin tous ces patriarches qui se sont distingués, bien sûr. Et évidemment, les personnes qui vivaient avec eux ont pris leur nom pour avoir les bienfaits de ce nom-là. Et alors, suivant les noms, cela doit faire des jaloux dans les cours d'école. Ah, les cours d'école, je ne sais pas, Magali, parce que bon, ils sont quand même petits, hein. Mais c'est vrai que dans certaines écoles, ils apprennent tous ces noms-là. Et c'est vrai aussi que si leurs copains ont le nom, bon, ben, par exemple, s'il s'appelle David ou Saul. Ou Saoul, c'est un peu plus rare. Mais enfin, c'est vrai. Et certains noms portent bonheur, paraît-il, comme Saada. Oui, il y a des noms porte-bonheur, exactement. Il y a beaucoup de noms qui sont là, porte-bonheur. Mais je crois qu'on dit qu'on découvre la Bible, les noms porte-bonheur et tout ça. Mais selon les pays, les mêmes noms n'ont pas la... Disons que Saada signifie avoir de la chance. Mais c'est aussi des noms qui sont souvent des noms de métiers, des noms de villes, comme la ville de Faro, les noms de noms dont je vais vous parler un peu plus tard. Oui, enfin, on ne saurait deviner l'étymologie de nombreux noms. Il faut savoir aussi que les premiers Juifs arrivés en péninsule ibérique portaient pour la plupart, évidemment, des noms hébreux, mais il y avait aussi des noms grecs et latins. Il y avait des noms grecs et latins, mais il y avait surtout des noms hébraïques pour la première fois, hein. Donc, ce que vous me disiez, que la Bible était la première source des noms juifs, c'est la vérité aussi, les Cohen et les Lévi. Et les Cohen, pour les distinguer, nous avons les Cohen, par exemple, ils portent des noms à particules. Par exemple, les Cohen Tanuji, c'est-à-dire des Cohen qui viennent de Tanger, originaires de Tanger, ou des Cohen de Lara, qui sont originaires d'Italie, ou des Cohen Haddad, dont l'ancêtre était certainement forgeron, et donc Haddad signifie forgeron. Ou des Cohen Bakri aussi, et tous ces noms-là, disons, se mélangent un petit peu partout, et nous on est là pour faire un petit peu le point des choses et de voir un petit peu avec nos adhérents comment, à partir du nom, on arrive à remonter le plus loin possible à la ville où habitaient leurs ancêtres. Tout à fait. Et du fait de la conquête arabe, certains juifs portaient également des noms arabes. Mais c'est tout à fait normal, puisqu'il y avait des noms c'était le pays qui était comme ça. Mais s'ils habitaient l'Italie, ils prenaient des noms italiens. Ou s'ils habitaient la Grèce aussi, ils prenaient des noms des pays où ils habitaient. Mais qui étaient la transcription un peu de leur nom originel. Et alors en France, on portait également des noms de villes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les anciennes générations ont adopté des noms de lieux ? Écoutez, ils ont adopté les noms de lieux parce qu'en fait, il y a eu Napoléon qui est passé par là. Et 1808, c'était l'état civil. Et on a obligé les gens qui étaient, en particulier les Juifs ou les Israélites à l'époque, de prendre des noms différents de leur nom de famille, puisqu'ils avaient tous à peu près le même nom. Il fallait les distinguer les uns des autres. Et c'est là que, bon, s'ils habitaient la ville par exemple, de Beaucaire, ils s'appelaient Beaucaire. S'ils s'appelaient la ville de Marseille, certains prenaient le nom de Marseille. Et nous avons toutes ces listes de noms qui sont, disons, des listes d'état civil, avec les nouveaux noms de famille que prenaient donc les Israélites de l'époque, et c'est très intéressant. Et la prochaine fois, je vous porterai un petit peu des modèles de noms et vous verrez que ce sera très intéressant de voir. Vous nous donnez là un véritable cours d'histoire. Alors, un petit peu. Alors, l'obligation pour les Juifs de choisir un nom de famille date de l'Empire en 1808, vous l'avez précisé. Oui, et puis l'avantage que l'Empire, c'était pas non seulement la France, mais c'était l'Empire napoléonien, c'est-à-dire qu'il y avait l'Italie, qu'il y avait les pays d'Europe. Et c'était formidable parce que là, on arrive à retrouver des noms qui sont à la fois français, mais c'était un état civil qui est disponible un petit peu partout.
Alors c'est une bonne chose, parce que justement, à partir du moment où pendant très longtemps les Juifs ne portaient pas de nom de famille, ceux qui espéraient remonter très loin dans leur arbre généalogique vont sans doute être déçus. Comment se désignaient-ils ? Mais ils se désignaient par leur prénom fils de un tel. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a une naissance, il y a un parrain. Et souvent, ils portaient le nom du parrain qui porte le bébé lors de la Brit Mila. Donc, c'est bien d'avoir déjà nous avons également des listes de Brit Mila qui sont faites par des rabbinim dans différents lieux, quand on les retrouve. Et là, on fait avancer la généalogie, puisqu'on a le nom du parrain et le nom propre et le lieu et la date, etc. On apprend beaucoup de choses. Alors, Ben signifie fils d'eux, mais c'est le cas aussi de Bou. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de Ben Soussan, Bouskila. Et dans les pays slaves, la filiation est aussi marquée. La filiation est aussi marquée, bien sûr, disons avec les noms des pays slaves. Hein. Voilà, donc il y a comment dirais-je Abramovitch, fils d'Abraham, oui, voilà. Ouais. Mais il y a toujours le nom Abraham. Tout à fait. Oui. On a évoqué donc les noms de lieux, vous avez parlé les noms de métiers. Pourriez-vous nous donner quelques exemples ? On apprend par exemple qu'Abitbol signifie fabricant de table. Oui, fabricant de table, là ça se passe au Maroc. Botbol, on a pas mal de noms comme ça qui sont des noms aussi de fabricants. Voilà, c'est Botbol, la signification ? La signification, c'est les tables ou les objets de musique. Les objets de musique, les gens, ils appelaient, celui-là, il joue de la musique, etc. Voilà. Alors, toutes ces précisions sont le signe du rôle majeur des Juifs dans l'organisation de la vie de cité. Oui, exactement. Comme pendant des années et des siècles, ils se sont distingués. Ils vivaient comme tout le monde, hein, disons, mais ils avaient des métiers, ils travaillaient auprès des synagogues, le Cohen était le prêtre. Vraiment, il y a énormément de métiers, de petits métiers qui se sont installés et dont les noms, souvent le nom portait le nom du métier, puisqu'on voyait des personnes qui faisaient ce métier-là tout le temps, et donc on l'appelait par le métier. Et finalement, il avait le prénom et le nom du métier. Et ça s'est transmis de génération en génération. Et les surnoms aussi, alors sont devenus des noms de famille, généralement liés aux particularités physiques, traits de caractère, et se sont transmis de génération en génération. Je pense par exemple à Choukroun, le rouquin. Oui, au départ, c'était certainement le rouquin, parce qu'ils habitaient dans le sud algérien, et ils étaient proches du Sahara, et puis mais ce n'est pas que, c'était un petit peu des noms parce qu'ils avaient une particularité physique que les autres n'avaient pas. Mais au fur et à mesure des années et des siècles, ils s'appellent toujours la même chose, mais ils ne sont plus rouquins. Oui, alors certains noms comme Arditi, qui signifie hardi, sont faciles à retenir, d'autres beaucoup moins, comme Adjadj, le voyageur. Le voyageur, puisque, alors là c'est assez curieux, parce que le voyageur... c'était des gens qui voyageaient beaucoup, qui avaient les caravanes à l'époque, les caravanes de voyageurs qui allaient du Soudan vers l'Europe, en passant par le nord de l'Afrique du Nord, par le Haut Atlas. Là, je vous parle des voyageurs d'Afrique africains. Et à l'époque où il y avait pas les transports actuels, évidemment, c'était le chameau, ils étaient à pied, et puis ils avaient des caravanes, et puis là ils transportaient des plumes pour les chapeaux des artistes ou des belles en Europe. Et ça se faisait. Donc il fallait le voyageur, donc c'était Adjadj. On vous écouterait des heures, Daniel. Alors, comment se fait-il que quelquefois, les mots affectueux prononcés par les mères à leurs enfants deviennent des noms de famille comme Lebovitch ? Lebovitch, c'est un nom qui est originaire donc d'Europe centrale, et ça veut dire le bien-aimé. Le bien-aimé, oui. Le bien-aimé, oui. Oui, il y a beaucoup de noms affectueux comme ça par rapport aux enfants qui naissent, etc. Et puis
Et vous souhaiteriez également évoquer une particularité intéressante, les Kinouïnes. Les Kinouïm. Alors les Kinouïs, là je vous en parlerai un peu plus tard, parce que c'est assez intéressant. C'est des noms de famille qui sont un petit peu cachés, voilà. Cela fera l'objet d'une prochaine émission alors. Exactement. Eh bien, c'était un plaisir, Daniel, de reprendre cette émission avec vous. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Là, nous avons un petit peu survolé les différentes choses. Et la semaine prochaine, on s'appellera pour des précisions sur chaque nom, dans chaque pays. Et là, je crois que ça intéressera beaucoup de monde. Bien sûr, bien sûr. Et alors, je mentionne le site du Cercle de généalogie juive, généaloge.org, ainsi que l'adresse sur laquelle vous pouvez nous joindre, généalogie au singulier @radiojm.fr. Nous attendons donc l'origine de vos noms, si vous voulez bien nous écrire par mail. Donc, c'est radiojm.fr. radiojm.fr, et on vous répond à notre prochaine émission. Voilà, il n'y a pas de point, hein, je précise. Il n'y a pas de point. Hein. Voilà, donc vous avez exactement, vous avez affaire à Magali et à moi. Et à Daniel. Voilà, avec plaisir. Merci à très Daniel. Bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.